Bonjour, dans ce nouveau café de l'INAS, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Guichard, qui est professeur émérite de psychologie au CNAM. Alors Jean Guichard, fort de ton expérience et de ton expertise dans le domaine de l'orientation, tu encourages des interventions qui aident les personnes et les collectifs à réfléchir à leur avenir en lien avec les objectifs de développement durable. Tes interventions lors de la chaire Francky Hamons, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube de l'INAS, nous ont sensibilisés aux questions de justice sociale, de travail décent et de développement durable. Grâce à toi, nous travaillons maintenant avec les collègues du réseau UniTwin sur l'orientation tout au long de la vie pour le travail décent et le développement durable. Bonjour Jean. Bonjour Émilie, merci de m'accueillir ici. C'est avec plaisir. Et donc, tu es là pour nous parler de tes recherches récentes qui nous invitent à utiliser les concepts de forme de vie et de vie active pour nous orienter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, le point de départ, c'est le constat que nous vivons une crise mondiale très grave, ayant de multiples aspects. Tu as évoqué certains aspects, mais enfin, souvent on parle par exemple du réchauffement climatique, des pollutions diverses, de l'épuisement des ressources naturelles. On parle moins souvent de développement du travail non décent, de conditions de travail non décentes. Et puis, donc, tout un ensemble de problèmes, la montée des océans, enfin bref, on pourrait parler pendant 15 minutes de tous ces problèmes. Mais donc, le point de départ de la réflexion, c'est ce constat-là. Et donc, la question, est-ce qu'on peut accompagner des personnes dans leur orientation vers quelque chose qui contribue à alléger le problème, à le régler, c'est-à-dire vers un développement durable et équitable, si on tient compte des problèmes d'organisation du travail non décente. Les deux concepts fondamentaux sont ceux de forme de vie et de vie active. Alors, pour moi, forme de vie, c'est un changement extrêmement important dans l'approche de l'orientation, dans l'accompagnement de l'orientation. D'habitude, quand on s'intéresse à l'accompagnement de l'orientation, on demande à la personne de se centrer sur elle-même. On dit à la personne de nos jours, eh bien, c'est toi qui es responsable de ta carrière, de ton insertion, de ton travail. Ça dépend de toi. Quels sont tes talents, tes compétences, ton adaptabilité, etc. Si on part de forme de vie, on ne part plus d'une centration sur la personne, mais on part sur quelque chose de nous dans cette forme de vie-là. Donc la question qui commence à se poser, c'est, mais dans la forme de vie dans laquelle moi je vis, est-ce que je contribue ou non à régler la grave crise que nous traversons? En fait, c'est un concept qui existe depuis très longtemps dans le domaine de l'orientation, puisqu'il y a un grand livre qui a été publié dès 1914 en Allemagne, qui porte sur les formes de vie et qui a été une des bases de l'accompagnement de l'orientation. Et il a eu plein d'éditions en langue allemande. Il n'a jamais été traduit en français et on n'en a eu que des échos assez lointains en français. Et puis, le concept de forme de vie a eu une vie très importante en philosophie au cours du XXe siècle, en sociologie aussi, mais très peu en psychologie. Et puis, ces dernières années, il y a plusieurs ouvrages qui viennent de paraître sur ce concept, et notamment en français, il y a deux, je ne sais pas si on dit auteure ou autrice, je ne sais pas comment on dit. Autrice, il y a deux autrices, donc, qui s'appellent, je regarde parce que j'ai toujours peur d'écorcher leur nom, Isabelle Ferrarez et Sarah Laugier, qui ont publié deux ouvrages ensemble sur le concept de forme de vie, et montrant l'actualité du concept. J'ai recopié quelques éléments, je vais te les lire, de leur définition, parce que je trouve qu'elles ont réussi à donner une définition synthétique très intéressante. Voilà ce qu'elles écrivent. Alors, ce n'est pas vraiment mot à mot leur définition, hein. J'ai pris des éléments clés, mais j'ai essayé de ne pas trahir ce qu'elles écrivent, hein. Donc, une forme de vie, ce sont à la fois, dit-elle, des pratiques sociales et des actions qui vont de pair avec certaines institutions. Autrement dit, on est dans un certain contexte institutionnel. Je ne sais pas, moi, il y a un ordre des médecins, il y a des médecins qui pratiquent la médecine en fonction de l'ordre des médecins, ou de, je ne sais pas si en Belgique il y a un ordre des médecins, mais il y a sans doute quelque chose d'équivalent. Et puis, autrement dit, dans la médecine, la pratique d'une certaine manière, ils ne peuvent pas la pratiquer autrement, etc. Donc, ça renvoie une forme de vie à une certaine manière d'être dans un certain collectif où il y a des institutions.
Ça renvoie à un certain mode de rapport au monde, c'est-à-dire on considère le monde d'une certaine manière. Par exemple, je ne sais pas moi, les plantes, les animaux, etc. On peut les voir comme des êtres vivants qui partagent, qui vivent avec nous dans un même. On peut aussi les voir comme des choses à notre service. Des ressources. Des ressources. Oui. On peut les voir comme, voilà, ça, une belle bête, on va pouvoir la manger. Enfin, je Oui. dis ça de manière un peu caricaturale, mais voilà. Des manières de percevoir les êtres et les choses. Dans une forme de vie, on se rapporte au monde d'une certaine manière, d'une manière plutôt esthétique, plutôt... si on remonte à Spranger, ça pouvait être religieuse. Donc voilà, des manières de percevoir les êtres et les choses, puis des attitudes et des dispositions comportementales. Tout ça, ça caractérise ensemble ce qu'elles appellent une configuration de coexistence humaine. Autrement dit, une forme de vie, c'est une configuration de coexistence humaine. Voilà. Alors, cette configuration, elle détermine ces pratiques-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire on ne peut pas exercer, par exemple, la médecine comme on l'exercerait dans, je ne sais pas moi, dans une communauté indienne du Chili, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et puis, en même temps, ce qu'on fait, ça fait évoluer la forme de vie. Autrement dit, elle n'est pas fixe. Ce que les acteurs font, qui fonctionnent de cette manière-là dans la forme de vie, ça conduit à une certaine transformation de la forme de vie. Autrement dit, il y a un rapport dialectique entre la forme de vie, on doit vivre, on est jeté dans la forme de vie là, mais on agit d'une certaine manière dans cette forme de vie. Et donc il y a une construction de cette forme de vie, et c'est peut-être là que le concept de vie active intervient. Voilà. Alors, le problème de forme... Exactement. Le problème de ce concept de forme de vie, je ne sais pas, enfin si, je pense qu'on se rend compte que c'est quelque chose de relativement abstrait. Oui. Donc on ne voit pas comment, en se fondant uniquement sur le concept de forme de vie, on pourrait développer des interventions d'accompagnement vers une orientation durable, équitable, etc. Et donc, il faut le rendre plus opérationnel. Et le concept de vie active permet, à mon avis, de faire un pas dans l'opérationnalisation. Je te dirai après qu'il faut encore faire un autre pas, mais il y a un premier pas qui doit être fait avec le concept de vie active. Alors, le concept de vie active, ça vient d'une philosophe que tout le monde connaît, c'est Hannah Arendt. Et Hannah Arendt, elle a écrit beaucoup de livres, mais notamment un très grand livre, à mon sens, qui en allemand s'appelle Vita Activa, vie active. En français, ça s'appelle La condition de l'homme moderne. Pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Bon, on pourrait parler de la traduction en français, mais c'est hors sujet. Bon. Donc, dans ce livre sur la vie active, elle dit, c'est pour ça que le titre français n'est pas complètement faux, la condition de l'homme, c'est de mener une vie active, de l'homme en tant qu'être humain. Il y a trois grandes dimensions, trois grands aspects dans la vie active. Il y a ce qu'elle appelle, en anglais, mais je vais le dire en français, le labeur. Le labeur, sont toutes les activités que nous devons faire pour nous maintenir en vie et pour nous reproduire en tant qu'animal. Par exemple, cueillir des fruits, changer les couches à un bébé, tout ça. Tout ce qui fait partie du rythme de la vie, disons. Voilà, Oui. Et qui ne laisse pas trace de quelque chose de fabriqué. C'est-à-dire que quand tu prépares un repas, tu le manges, puis après tu fais la vaisselle et tu ranges ta vaisselle. Il ne reste rien de ton œuvre. Mais toi, tu t'es maintenu en vie, ou tu as maintenu ta famille en vie. Ça, c'est du labeur. Okay. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième dimension dans la vie active, dit-elle. C'est, alors en anglais, c'est work, c'est le travail, la fabrication. En allemand, c'est la fabrication. Autrement dit, là, c'est l'activité qui produit un objet relativement durable qui va te permettre, en fait, de diminuer d'une certaine manière ton labeur. Voilà, si tu veux. Donc, la fabrication, ça peut être la fabrication d'un lave-vaisselle, par exemple. Donc, voilà. Et puis, il y a une troisième catégorie d'activité qu'elle appelle l'action. Alors, l'action, c'est ce qui est rendu nécessaire par le fait que nous sommes des animaux politiques. C'est-à-dire que nous devons nous organiser. Il faut trouver des règles. Par exemple, pour échanger les marchandises, il faut mettre des règles, etc. Donc l'action, c'est le travail prototypique des hommes politiques, par exemple, mais pas uniquement, des responsables associatifs, enfin de tous ceux qui travaillent aux questions d'organisation. Donc la vie active avec ces trois grandes dimensions, labeur, fabrication, action. Et ça m'a semblé extrêmement intéressant pour analyser les activités, les emplois d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'en fait, beaucoup d'emplois qui existent aujourd'hui
mixte, une certaine proportion de labeur, de fabrication et d'action. Là, il y a pas mal d'emplois, donc ils sont plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Mais les formes pures, à mon avis, bon, il faudrait creuser. Là, pour moi, il y a toute une piste à creuser sur le travail, les emplois d'aujourd'hui, en termes de labeur, fabrication, etc. Et donc, pour toi, ces deux concepts de forme de vie et de vie active, elles sont pertinentes pour répondre aussi à ces enjeux au niveau de l'organisation du travail, mais peut-être aussi d'autres enjeux sociétaux au niveau de l'organisation du monde et des échanges bien sûr, commerciaux. Bien sûr. Alors, c'est pour ça que c'est pour ça aussi que j'ai essayé de proposer quelque chose qui nous déconnecte des pratiques habituelles dans l'accompagnement en orientation. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, dans l'accompagnement de l'orientation tel qu'on pratique habituellement, enfin ici, l'objectif, c'est plutôt c'est pas plutôt, l'objectif, c'est d'aider les personnes à s'insérer sur l'actuel marché du travail, à trouver un travail et, si possible, à faire une carrière relativement intéressante. Donc, avec ce concept de forme de vie active, forme de vie et vie active, j'essaie de ramener au cœur des pratiques d'accompagnement de l'orientation le souci du bien commun, du vivre ensemble, etc., qui existait au début, mais qui c'est un peu dissous. Oui, voilà, c'est ça. Au fil des années. Voilà. Et alors, bon, on a envie d'y croire, on y adhère bien sûr, on a envie de le mettre en place, mais concrètement, comment on peut faire ça dans des interventions sur le terrain? Justement, on a commencé à y réfléchir, et notamment avec Valérie Cohen-Scali, que tu connais bien. Oui. Et donc, j'ai fait encore un pas. Pour rendre les choses plus concrètes. Je t'ai dit, on part de forme de vie, on arrive à vie active, mais il fallait faire encore un pas supplémentaire. Et le pas supplémentaire, je l'ai fait en me référant à des travaux de collègues de Toulouse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Beaubion-Broye, qui est décédé la semaine dernière. Ah. Oui. Jacques Curie et Violette Ajar. Et ces chercheurs-là ont consacré une partie de leur activité de recherche, une grande partie, à essayer de décrire les activités des personnes dans nos sociétés. Donc, on n'est plus le modèle général comme avec Hannah Arendt, où on essaye de voir quelles sont les natures d'activités. On est là plutôt les types d'activités qui existent dans nos sociétés quand on est un homme ou une femme dans notre société. Et leurs travaux les ont conduits à distinguer 4 sous-ensembles d'activités, des activités familiales, personnelles, professionnelles et sociales. C'est vrai que quand tu présentes ces sous-systèmes, on les voit assez distincts, mais après, on se dit, dans la vie de tous les jours, surtout avec la numérisation, le numérique, où on peut recevoir, parfois avoir des conversations parallèles dans une journée de travail et mélanger ces différents systèmes. C'est pas si distinct. Non. Et donc, on est toujours en train de essayer de faire la balance entre les différents systèmes. Mais on est quand même obligé de faire des compromis. Parce qu'il y a des moments où tu es obligé, tu dois faire un compromis. Par exemple, au travail, c'est clair qu'il y a des personnes qui vont au travail avec une idée de faire un travail vraiment bien fait, de produire quelque chose de remarquable. C'est le truc qui les fait avancer au boulot. Oui. Il y en a d'autres, ils vont au travail en disant, moi, je veux gagner des sous, j'ai besoin d'argent, alors peu importe, on me dit de faire ça, je le fais, etc. Mais ce qui compte, c'est la paix à la fin du mois. Je pense que chacun doit, même si tu es pris à tout moment par tes sous-systèmes, il y a quand même un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je priorise finalement? Qu'est-ce qui compte pour moi à ce moment-là? C'est pas définitif, je veux dire, c'est un moment où tu peux prioriser un domaine, puis après un autre. Voilà. Et dans les interventions? Alors, on y arrive. Alors, c'est là que je dis que Valérie Cohen-Scali avait eu une idée. Valérie Cohen-Scali du CNAM. Voilà, qui est donc professeur au CNAM et qui est maintenant responsable de la chaire UNESCO et du réseau UniTwin. Oui. Voilà. Et donc, elle a eu une idée, elle a dit, mais puisque on a ces deux approches, donc en termes de l'analyse des activités, d'un côté, on a Hannah Arendt avec le labeur, la fabrication, l'action. D'accord. Et puis de l'autre, on a les sous-systèmes d'activité des collègues de Toulouse, c'est-à-dire l'activité familiale, sociale, professionnelle et personnelle. Mais on peut faire un tableau croisé avec ça. On fait un tableau croisé. On met donc
en colonne Ah, le labeur, la fabrication, l'action. Ensuite, en ligne, en descendant dans le tableau croisé, ben, le système, les activités familiales, les activités personnelles, enfin bref, les 4 lignes, ça te donne un tableau à 12 cases. Et voilà, tu as une base pour organiser un atelier qui est destiné à tout le monde, un atelier d'accompagnement de l'orientation. Alors, ça peut être quoi cet atelier? Sur la base de ce tableau-là, tu demandes aux personnes déjà de réfléchir à ce qu'elles font actuellement. Donc, simplement d'analyser leur vie d'aujourd'hui. Tu peux demander à chacun qui a commencé qui a rempli ce tableau-là, partiellement ou complètement, ce n'est pas utile oui. qu'il soit rempli complètement, de réfléchir un peu si certaines de ces activités concourent ou sont neutres ou sont un obstacle à un développement durable ou pas. Déjà une première réflexion. Mm. Ça, c'est le point de départ. Ça peut se faire d'ailleurs au niveau d'une réflexion individuelle, mais ça peut se faire au niveau d'une réflexion collective. C'est-à-dire, tu peux demander à une personne, si tu es dans un groupe d'une quinzaine de personnes, de dire, ben, je sais pas, dans la case fabrication professionnelle, qu'est-ce que vous avez mis? Vous choisissez une case qui vous intéresse ou qui vous a posé problème, et puis proposez-la au groupe, qu'on discute un peu. Oui. Voilà, bon, ça, on part de ça. Puis après, on passe à l'étape qui, à mon avis, est l'étape suivante. On va faire un tableau idéal de ce qu'il faudrait que nous fassions, ce qu'on mettions, nous, ce que nous devrions mettre dans nos cases pour faire idéalement, pour contribuer à un développement durable et équitable. Autrement dit, qu'est-ce que je pourrais mettre dans la case, je ne sais pas quoi, moi, labeur social. Labeur social, ben, par exemple, je pourrais mettre aller ramasser des déchets dans une rivière, des bouteilles en plastique, etc. Lorsque, voilà, ça concourt à un développement durable et équitable. Oui. Tu vois? Donc, en grand groupe, on fait un tableau idéal de tout ce qu'on pourrait faire. Et puis, on revient après à l'individu. Et l'individu dit, ben moi, dans quoi je ne vais pas faire tout le tableau idéal, je ne vais pas faire les 12 cases et tout. Surtout que dans chaque case, il va y avoir plein de choses. Mais moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, on revient à... Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Avec cette vision commune. Parce que là, oui. la différence, ce n'est pas qu'est-ce que je choisis pour moi, Voilà. c'est qu'est-ce que je choisis pour le bien commun. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, pour remplir ce tableau-là, on peut proposer, à ce moment-là, par exemple, les objectifs du programme de développement durable de l'ONU. Oui. Tu vois, là, si tu fais une animation, si tu as un peu de temps, tu peux me montrer, ben, il y a 17 grands objectifs, il y a des cibles, on peut choisir un objectif, et puis une cible, et voilà, et puis on réfléchit en commun, puis on remplit notre tableau, puis on arrive... après à une phase individuelle. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, tu peux donner ça à n'importe qui, quasiment à n'importe quel âge, enfin, peut-être pas à des enfants en bas âge, mais disons qu'à partir de 10-12 ans, il n'y a aucun problème pour remplir ce genre d'activité. Garçons, filles, il n'y a pas des problèmes. Je ne pense même pas qu'il y ait des problèmes de niveau de compréhension. Je pense que tout le monde... Toute personne qui sait à peu près lire et écrire, et même peut-être certaines qui lisent avec difficulté, peuvent s'engager. Et puis, en fait, l'avantage, par exemple, des objectifs de développement durable, c'est qu'on a toute une série de pictogrammes qui peuvent être tout à fait... Enfin, c'est un matériel qui est prêt pour l'utilisation et qui est attractif. Il y a des couleurs, il y a des... Et qui permet, ça donne des repères pour penser différentes choses qui font partie des enjeux du XXIe siècle. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces pistes et ces repères qui nous sont bien utiles et puis qui nous permettent aussi de voir comment nos pratiques d'orientation aujourd'hui découlent aussi de l'histoire de l'orientation et des différentes évolutions et qui nous permettent aussi de nous projeter dans quelque chose de constructif qui vise au bien commun. Merci, Émilie. Et puis, j'espère que ça va rencontrer un certain écho parce que ben, moi, je peux difficilement me lancer dans ces choses-là maintenant, hein, puisque, comme tu vois, je ne suis pas tout jeune. Mais j'espère que certains jeunes qui sont encore plus concernés que moi par tout ce qui arrive ben, vont se lancer dans des expérimentations, vont faire quelque chose, quoi. Merci en tout cas. Merci.